Nata Mbaye, excellent week-end à vous également. Nous accueillons notre deuxième invité, Dr Benoît Tine, qui est psychologue. Il a été également, ou il est toujours en mission à Dakar en tant que président de jury au lycée de la Fosse, si c'est bien ça, oui, pour le baccalauréat de cette année. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Léa Touré, bonsoir Boromine. Alors, comment aujourd'hui appréciez-vous le déroulé de l'examen de cette année dans un contexte de Covid-19? Alors, vous me permettrez à l'entame de cette émission de saluer la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vue à l'occasion des événements de ces derniers jours, notamment les plus diluviennes. Et bien sûr, de façon plus large, depuis le début de l'hivernage dans certaines parties du Sénégal. De saluer aussi la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées, qui sont mortes de la maladie coronavirus. Et saluer une pensée aussi à tous ceux-là qui ont réussi avec brio au baccalauréat 2020, avec mention, on en a eu un certain nombre. Et bien sûr, à tous ceux-là qui sont au deuxième tour et qui ont été ajournés. C'est aussi cela la vie. Elle est faite d'échecs. Et donc, il suffira de ne pas rester assis, de ne pas rester au sol, de rebondir et bien sûr d'en tirer des leçons et d'avancer. Alors, oui, pour en revenir à votre question, effectivement, je suis le président du jury 1382 au lycée technique et commercial Maurice Delafosse, avec une population qui compte 353 élèves candidats au baccalauréat de l'enseignement général, les séries L2, S2 et S1. Et de façon générale, effectivement, les résultats sont bons. Les résultats sont corrects. Ça correspond un peu à mes hypothèses de départ, vu les établissements que j'avais et qui composaient ma population. Et les conditions de délibération des différents jurys? Oui, les conditions de délibération, on peut en parler et en reparler. Bien sûr, c'était une première expérience. Coronavirus oblige. Donc, l'Office du baccalauréat a essayé d'innover, puisqu'il faut aller vers cela, il faut aller vers la réforme, vers la modernisation du baccalauréat sénégalais, qui est réputé être l'un des meilleurs en Afrique francophone. Donc, il faut aller vers cette modernisation. Et depuis quelques années déjà, sous la houlette du directeur de l'Office du baccalauréat, le professeur Sossé, donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Et cette année-ci, coronavirus oblige, bien sûr, il a été retenu donc un certain nombre de voies de communication pour la proclamation des résultats, contrairement à ce qui se faisait d'habitude, c'est-à-dire la proclamation en présentiel. Cette année-ci, nous avons eu les SMS. C'est vrai que rien n'est parfait, c'est la technologie, c'est encore la science, c'est à parfaire. Il y a eu quelques couacs concernant la transmission des résultats aux élèves. Moi, dans mon jury, j'ai eu cette expérience. Il y a des élèves qui, jusqu'à la veille, on a confirmé leur numéro de téléphone, mais ce n'était toujours pas le bon numéro. Même le numéro de table, vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris du temps pour venir parce qu'il y a certains qui, même leur numéro de table, ils ne s'en rappellent pas au moment donc de passer. Parce qu'il y a la pression, il y a le stress, il y a leur pression qui se met à eux, mais aussi la population, leurs parents, etc. Leurs frères et vous êtes à quel taux de réussite? Alors, pour la S1, nous sommes à 100%. Le taux d'admissibilité, c'est 100%. Donc, c'est-à-dire, nous avions 53 candidats en S1. 52 ont été admis d'office avec 2 mentions très bien. Nous avons 1 admissible. Donc, demain, on saura à quelle sauce il sera mangé. Donc, pour la S2, on est à 71% de taux de réussite. Et pour la L2, la série sciences sociales et humaines, nous sommes à 61% de taux d'admissibilité. Pour certains, ces résultats sont la résultante d'un bac au rabais, parce que cette année, avec le Covid-19, beaucoup pensaient que les résultats seraient vraiment catastrophiques, mais paradoxalement, si je peux le dire ainsi, on se rend compte qu'on a des résultats qui sont pour le moment les premières tendances meilleurs que ceux de l'année dernière. Oui, vous avez très bien campé la chose. C'est-à-dire, on s'attendait tous, vu la pandémie de la Covid-19, on s'attendait à des résultats catastrophiques. Puisque pendant des mois, 3 mois, voire 4 mois, ou 5 mois même, dans certains établissements, il n'y avait aucun enseignement, donc il n'y avait aucune forme d'apprentissage qui était organisée. Des étudiants, des élèves, bien sûr, ils ont, pour la plupart, moi, par exemple, pour la majeure du centre, mentionne très bien, que je salue d'ailleurs au passage, donc elle a étudié de chez elle. Elle n'a pas essayé donc d'avoir des cours de la plateforme, elle n'a du moins
dans son école, ça ne s'organisait pas. Oui. Elle a tout simplement récupéré les cours des années antérieures pour réviser jour et nuit, pour réviser chez elle. Et c'est comme ça qu'elle est véritablement donc sortie majeure de sa promo. C'est pour dire que oui, c'est un peu paradoxal que dans une situation de pandémie, que les élèves arrivent à aller, c'est comme si c'était un sursaut. Un sursaut, c'est-à-dire oui, on s'attendait à ce qu'il y ait une catastrophe, mais c'est le contraire qui se produit et on a de très bons résultats. Mais qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que c'est parce que vous avez été magnanime quand même dans vos corrections? Non, les correcteurs, ils ont corrigé comme d'habitude, ils n'ont reçu aucune consigne. Il y a eu d'abord la concertation quand ils arrivent, donc ils se concertent entre eux. Dans le secteur plateau par exemple, tous les enseignants d'une discipline se réunissent dans un établissement pour se concerter. Et bien sûr, moi à mon avis, c'est un peu un sursaut d'orgueil de la part des élèves qui se disent, malgré la maladie, malgré la pandémie, malgré les conditions dans lesquelles cette année-ci s'est organisée, nous allons quand même, on y croit et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Comme je vous disais, cette étudiante majeure du centre, mais elle a étudié de chez elle, oui. Avec ses propres moyens, avec ses propres outils, et elle est arrivée donc à atteindre son objectif, c'est-à-dire avoir le baccalauréat, et avec une mention très bien. À côté, vous officiez également à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions de reprise des cours? Alors pour l'université Assane Seck de Ziguinchor, la reprise s'organise en deux temps. Il y a l'UFR des sciences de la santé qui a repris les enseignements, le chemin des amphis depuis le 1er septembre. Ça se passe bien pour le moment. Et les trois autres UFR, c'est-à-dire l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines, l'UFR Sciences Économiques et Sociales, l'UFR Sciences et Technologies, on va nous prendre le chemin donc des salles de classe et des amphithéâtres à partir du 1er octobre. Donc toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour respecter ces mesures barrières. Donc pour respecter ces mesures barrières, toutes les conditions sont réunies pour permettre une bonne reprise des enseignements et enfin terminer l'année 2019-2020 dans de bonnes conditions. Au début de mes propos, je disais que vous êtes psychologue, pardon. Sociologue, criminologue. Sociologue et criminologue. Oui, c'est bien ça. De plus. J'aimerais savoir quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre. S'il y a différence. Il y a une différence bien sûr. La psychiatrie, c'est une spécialisation de la médecine. Vous êtes docteur en médecine et voilà, donc les uns et les autres vont choisir une spécialisation. Et pour la psychiatrie, donc ils vont se spécialiser, ils vont faire un CS de psychiatrie à l'hôpital Fann ou ailleurs, dans d'autres pays. Alors que la psychologie, c'est considéré comme une science humaine, une science sociale, donc avec les outils des sciences humaines et des sciences sociales. Mais tout ceci, voilà, a une référence. Tout ceci tourne autour de la psyché, qui tourne autour du mental, donc voilà, un peu un point commun. Mais dans ces hôpitaux psychiatriques en général, nous avons des hôpitaux, une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres avec un traitement, une psychothérapie qui tourne autour de la médicamentation, donc des médicaments, et bien sûr la psychothérapie de groupe. Ce sont des pinch que l'on va organiser, ce sont des séances, c'est de l'ergothérapie, donc tout ceci dans une parfaite cohésion. Psychologue, psychiatres, voilà, assistants sociaux, etc., dans les hôpitaux psychiatriques. Des données qui ont été publiées à travers la presse du jour, 12 personnes qui ont tenté de se suicider entre juin et le mois d'août. On a vu que 10 d'entre elles sont mortes. Les deux autres ont pu être sauvées ou en tout cas sont au niveau des hôpitaux. L'OMS à côté nous dit qu'en 2019, le Sénégal a eu 915 personnes qui ont tenté d'attenter à leur vie en une année. J'aimerais savoir qu'est-ce qui motiverait le Sénégalais lambda ou le citoyen à vouloir tenter de se donner la mort. Oui, si on s'en tient à la définition du suicide, vous avez tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la personne, par la victime elle-même, et qu'elle savait devoir produire ce résultat. C'est-à-dire la personne est consciente que cet acte-là, donc de façon volontaire ou involontaire, aboutirait donc à cela. Ce qui exclut tout ce qui est tentative, ce qui exclut aussi tous les cas de mort par suicide, mais dû à une pathologie mentale. Vous savez, voilà, donc il y a deux volets, il y a le suicide normal et le suicide pathologique. Il y a des maladies psychiatriques, des pathologies psychiatriques qui prédisposent les uns et les autres à se suicider. Donc ça relève du volet
psychiatrique, mais votre question justement va tend vers cette définition ou tend vers l'aspect sociologique en tant que tel. Et effectivement, on voit de temps en temps des cas de personnes qui ont tenté de mettre fin à leur vie ou qui ont réussi donc à mettre fin à leur vie. Alors, effectivement, on a parlé de recrudescence. Je ne parlerai pas de recrudescence en tant que telle parce qu'on n'a pas une visibilité dans les statistiques de ces dernières années. Et nous, dans le cadre de l'Observatoire de la déviance qui réunit les criminologues, criminalistiques, l'OCRETIS par exemple, et un certain nombre de personnes ressources, on essaie d'avoir une certaine étude longitudinale dans le temps qui permettra, à un moment donné, dans quelques années, de savoir si le suicide de façon générale et sur les faits de déviance en tant que tel connaissent une progression, une hausse ou une baisse. Donc ça, c'est une étude qui commence, qui avance. Je suis d'accord avec vous à propos de ces statistiques-là, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Vous savez, en matière de criminologie, il y a ce qu'on appelle les chiffres gris et les chiffres noirs. Les chiffres gris, c'est ce que la presse va relayer, c'est ce que la police va proclamer, c'est ce que l'OMS va en tant que tel donner à la population. Mais il y a le chiffre noir, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont décidé de mettre fin à leur vie, qui sont victimes d'homicides, etc., mais qui ne sont pas connues de ces organes de recension, de ces organes qui enregistrent ces formes de violence. Est-ce que la cellule familiale est en mesure de détecter ce genre de situation à travers des proches, qu'on se rende compte que cette personne peut-être souffre de dépression? Est-ce que la cellule familiale peut détecter cela? Alors moi, les études que je mène en Casamance en général et de façon particulière à Ziguinchor montrent que nous sommes dans une période, nous sommes à la croisée des chemins en fait. Nous sommes à la croisée des chemins, c'est-à-dire que nous avons encore un pan de notre histoire, un pan de notre culture qui est là, mais qui se voit un peu être croisé, être articulé avec ce qui nous vient d'ailleurs. C'est ce que les autres appellent l'extraversion. Le Sénégalais est extraverti. Donc, on est à la croisée des chemins, on est à un moment où nous avons une articulation entre deux mondes différents. Et du coup, les repères sautent. Il n'y a plus de soupape de sécurité. Il n'y a plus de fusible en tant que tel qui pouvait maintenir la personne avec un lien fort par rapport à sa société. Et du coup, l'individu n'ayant plus ce lien fort-là, donc a tendance effectivement à vouloir attenter à sa vie, à vouloir mettre fin à sa vie. Sachant qu'il y a quatre formes de suicide. Il y a le suicide par défaut d'intégration. Vous avez le suicide par défaut d'intégration, le suicide par excès d'intégration. L'individu, c'est le suicide altruiste. L'individu est trop intégré dans le groupe, d'accord, et il est capable de pouvoir... Docteur, si je reformule un tout petit peu la question de Aram, est-ce qu'il y a des indicateurs pour voir si quelqu'un a des tendances suicidaires pour pouvoir réagir à temps pour éviter quand même le pire? Oui, alors dans les hôpitaux psychiatriques, il y a ces formes-là qu'on peut détecter, c'est-à-dire un renfermement sur soi-même. Vous avez des individus qui vont fumer de la drogue. Ça aussi, c'est un danger par rapport à cela. Je parle du suicide, mais de façon générale, de toutes ces formes de violence exercées sur l'individu. Il y a un certain nombre d'attitudes. L'individu, par exemple, qui avait une certaine organisation dans sa journée et qui, du jour au lendemain, décide de ne plus s'alimenter, décide de s'enfermer dans sa chambre, décide de ne plus parler à personne, décide de revendre ou de vendre ses habits les uns après les autres, décide en tout cas de mettre un frein à toutes ces habitudes. À ce moment-là, oui, il y a intérêt, il y a lieu donc de tirer la sonnette d'alarme et essayer certainement d'aller vers cette personne-là et de parler à cette personne. Et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui manque de plus en plus dans nos sociétés africaines, surtout dans les grandes capitales régionales comme ici à Dakar, et parce qu'on est toujours en train de partir, on est toujours en train de courir, les uns et les autres n'ont plus le temps. Cette culture d'aller vers les spécialistes comme vous, se faire consulter, ou en tout cas que la famille s'approche de professionnels comme vous, qu'ils puissent les aider par rapport à leurs besoins?
Oui, malheureusement, nous n'avons pas ce réflexe-là. Ça commence à venir, mais on n'a pas systématiquement... parce qu'il y a la stigmatisation, oui, peut-être que dans le quartier, les gens ne voudront pas. Il y a des études en socio-anthropologie qui montrent un peu l'itinéraire thérapeutique de toutes ces personnes-là, qui avant d'aller à l'hôpital, bien sûr, cet individu passera par un certain nombre d'individus tels que les marabouts, tels que les charlatans, etc. Et avant d'arriver dans ces structures officielles-là, parfois, il est trop tard. Donc, il y a cette perte de temps-là de la part de ces personnes. Mais juste pour vous dire qu'on a une déliquescence du lien social. Donc, avec l'anonymat de la ville, avec l'urbanisation, les uns n'ont plus le temps pour les autres. Et bien sûr, l'individu livré à lui-même, laissé à lui-même, ne trouve peut-être parfois pas la nécessité, donc ne trouve plus goût à la vie et préfère mettre fin tout simplement à ça. On a noté également ces derniers temps des forces de sécurité qui attendent à leur vie à partir de leurs armes de service. Comment expliquer ce phénomène? Parce que ces gens-là quand même sont réputés être des gens qui sont bien formés et qui ont quand même un certain niveau pour pouvoir contenir un certain nombre de ça ne suffit pas, ça ne suffit pas le fait d'être bien formé ou pas. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous savez, la santé mentale, c'est comme marcher sur un fil, c'est comme l'équilibriste. À tout moment, il peut tomber. Qu'il ait fait des études ou pas, qu'il soit gradé ou pas, à tout moment, donc, on peut tomber dans le vide. Et effectivement, à un moment donné, oui, c'est pas impossible que quelqu'un soit dans le noir, soit gagné par un certain nombre de problèmes et que cet individu-là n'est pas, n'est-ce pas, un répondant, n'est pas un vis-à-vis, n'est pas une épaule ou une oreille attentive à ces problèmes. Et bien sûr, donc ça aboutit à ce que nous connaissons de temps à autre, que vous l'avez cité tout à l'heure, donc les policiers. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Une mère de famille qui a mis fin à la vie de sa fille pour disons, éviter le déshonneur dans le quartier. On en a également un autre cas, un père de famille qui a tué sa famille avant de se donner la mort. Est-ce qu'aujourd'hui, la société sénégalaise est devenue violente? Je ne dirais pas cela de façon directe. Je pense qu'il faut aussi partir d'études. D'études scientifiques, c'est ce que nous sommes en train de faire à Ziguinchor. Tout cas est unique. Tout cas est spécifique et je me hâte du moins j'essaie de ne pas entrer dans ces généralisations. Oui, il y a nécessité donc de faire une enquête, de laisser la criminalistique boucler son enquête et les chercheurs essayer donc de voir un peu de façon générale les tendances, mais pour l'instant je me garderai bien donc de faire des généralisations, mais encore une fois c'est vrai que c'est un drame quand cela touche une famille, quand cela touche des proches, c'est un drame, on s'en désole, mais voilà, je me garderai bien donc de généralisations assez hâtives. Mais docteur, les chiffres quand même sont assez alarmants parce que Aram a donné tout à l'heure un chiffre de 900 et poussières personnes. Quand on sait qu'au Sénégal quand même nous avons une population qui est croyante parce que nous avons 95% de musulmans et nous avons également 3 à 4% de chrétiens. Et dans toutes ces confessions-là, le suicide est proscrit. Comment expliquer cela? Le suicide est proscrit, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que nous avons une population. Après, il y a être musulman, être chrétien, etc. Et le pratiquer. Voilà, il y a certains qui l'affichent tout simplement sans pour autant le pratiquer. Mais pour aller au-delà de tout ceci, les causes sont multiples. Et les disciplines aussi qui essaient de travailler sur ces questions-là sont nombreuses. Donc ce sont des questions pluridisciplinaires. Est-ce que vous voyez? Et cela n'explique pas le fait que quelqu'un, à un moment donné, soit dans une situation, donc soit dans un passage à vide, soit dans une période assez compliquée et que cette personne-là n'est pas donc de répondant, comme je le disais tout à l'heure, à même de pouvoir le réconforter, à même de pouvoir lui tendre la main et continuer donc traverser cette période-là. Est-ce que selon vous la santé mentale est une donnée qui est intégrée dans nos politiques de santé publique? Pas assez à mon avis, elle n'est pas suffisamment prise en compte. Vous avez des régions où il n'y a pas pratiquement d'hôpitaux psychiatriques. Vous voyez, pour toute la Casamance, vous n'avez que le centre Émile Badiane au quartier Kenya. Donc il y a la santé de façon générale, mais la santé psychiatrique, la santé mentale, je pense qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Une sensibilisation aussi à faire à ce niveau. C'est vrai que ce n'est pas encore dans notre culture, dans nos pratiques.
pratique d'aller consulter un médecin psychiatre, d'aller consulter un psychologue, parce qu'on avait des personnes dans le milieu familial qui jouaient ce rôle-là, mais on voit que ces personnes le jouent de moins en moins parce que certainement elles n'ont plus le temps, parce qu'elles sont dans d'autres sphères, dans d'autres dynamiques, et voilà, laissant ce vide-là, je pense qu'il y a intérêt pour les autorités donc à valoriser, à mettre en avant un peu cette santé mentale et les populations aussi, donc d'aller dans ce sens-là, et c'est ce qui justifie l'ouverture prochaine d'une UFR de psychologie à Kolda, donc une UFR qui dépendrait de l'université Assane Seck de Ziguinchor, enfin pour qu'on puisse faire un cursus en psychologie au Sénégal, parce que la demande est de plus en plus importante. Merci beaucoup, docteur Benoît Tine, psychologue, sociologue, spécialiste en criminalité, entre autres casquettes. Merci pour la disponibilité. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Et un peu plus tard, Der sera là avec son équipe dans Jakaarlo bi. Passez une bonne soirée.